le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, Guillaume Bigot, vous recevez le professeur David Caillac, cancérologue, qui vient nous voir pour ce nouveau livre. Je m'appelle Anna, c'est aux éditions Albin Michel. Bonjour professeur David Caillac. Bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. C'est Merci. un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir. D'abord parce que vous êtes un médecin à l'ancienne, si j'ose dire. Vous m'en voudrez pas, un humaniste. Vous avez été le général en chef du président Chirac dans sa guerre contre le cancer. Vous avez été le président de l'Institut national du cancer et vous avez plus de 40 ans de lutte contre cette maladie en tant que praticien et universitaire. Et vous continuez à lutter à votre manière, cette fois-ci comme auteur. Vous avez commis de nombreux bouquins et le dernier a la particularité d'être un roman. Et il s'appelle « Je m'appelle Anna » aux éditions Albin Michel. On va bien sûr en parler, mais l'actualité si j'ose dire, du cancer, elle ne s'arrête jamais, puisqu'il y a beaucoup de cas malheureusement, et c'est très triste. Mais là, notamment, des personnalités sont atteintes, et des personnalités jeunes. D'abord, on pense tous à Kate Middleton, et ce n'est pas la seule. Et donc, on va aussi parler, dans ce face-à-face, de ce phénomène de la flambée des cancers chez les jeunes. Et je disais, vous avez fait un bouquin qui me semble très original, mais surtout très pédagogique, parce que il y a deux héroïnes dans votre roman. Alors, je vous laisse peut-être les présenter. Qui sont ces héroïnes et pourquoi vous avez décidé de traiter du cancer de manière un peu romanesque ? Alors, les deux héroïnes sont Anna d'un côté et Esther de l'autre côté. Et si j'ai décidé de faire... J'avais fait déjà quelques romans, mais j'ai décidé de parler du cancer et de parler de façon, comme vous l'avez dit, assez originale, puisqu'en fait, l'héroïne principale du roman est une cellule cancéreuse. Parce que au total d'une vie entière, 48 ans en fait, que je lutte contre le cancer, que je suis cancérologue, vraiment c'est énorme, hein. C'est des milliers de morts, c'est des milliers de malades que j'ai accompagnés, etc. Et finalement, j'arrive à un moment de ma vie où je continue de voir des malades, mais où je me dois d'accepter l'idée que j'ai une double admiration née de ma pratique. D'une part, pour tous ces malades qui se battent avec tellement de courage, toutes ces femmes qui ont des cancers du sein, tout ça, et qui acceptent les chimios, de perdre les cheveux, de se faire opérer, de prendre des rayons, des hormones, d'être ménopausées, de ne plus pouvoir faire d'enfants. Mais vous voyez, elles se battent pour vivre, pour regarder grandir leurs enfants, tout ça. Elles sont merveilleuses et elles ont mon admiration. Ce livre, d'ailleurs, sur la dernière page, leur est dédié. Mais je dois accepter l'idée aussi que je finis par admirer mon ennemi. Mon ennemi de 50 ans, pratiquement, de pratique. La cellule cancéreuse. Ah, vous entendez que ça peut un peu surprendre, sinon choquer, parce que oui. Et bien sûr que vous êtes un peu un chef de guerre, donc il faut jamais, quand on fait la guerre, sous-estimer son ennemi et comprendre sa force, son intelligence, mais aller jusqu'à l'admirer, c'est un peu... Mais parce que finalement, ça a été l'ennemi de tous mes jours, de toutes mes nuits, de toutes mes semaines, mes mois, mes années de combat pendant presque 50 ans, donc. Et je dois reconnaître qu'elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. C'est le pire ennemi que l'être humain ait jamais connu. D'accord ? Pourquoi ? Ennemi intime, s'il en est. Drôlement intime, elle est dedans le corps. Et pourquoi ? Mais parce que c'est l'espèce, c'est la forme de vie la plus fabuleuse qui existe sur la Terre. C'est la forme de vie la plus résistante. Vous voyez, si vous n'avez pas d'oxygène, vous mourrez. Si elle n'a pas d'oxygène, la cellule cancéreuse, elle continue de vivre. Si vous n'avez rien à manger, vous mourrez. Si elle n'a rien à manger, elle vit. Si on vous irradie Fukushima, Tchernobyl, vous mourrez. Elle, on lui fait des rayons, elle survit. Si on vous met des bombes chimiques, comme en 14 ou en 19, etc., l'hypérite, vous mourrez. Elle, vous lui faites de la chimio avec des drogues terriblement toxiques. Chacun des exemples que vous donnez n'est pas dû au hasard, puisqu'en fait, c'est ça qui se passe. Dans les traitements, on essaie de couper l'oxygène, dans les traitements, on essaie de couper la nourriture. Exactement, vous avez raison, mais c'est ça. Alors, ou de bombarder avec des produits chimiques. Voilà, la chimio, c'est des produits chimiques qui provoquent la mort d'une cellule en moment où elle se divise. Or, ce qui caractérise justement la force de cette forme d'espèce vivante qui est la cellule cancéreuse, que sont les cellules cancéreuses, c'est qu'elles sont animées par une soif incontrôlable de reproduction. Un être humain, il se reproduit dans une période courte de sa vie, entre la puberté et la ménopause. Il y a un nombre limité d'enfants qu'on peut faire. La cellule cancéreuse, elle s'arrête jamais. Si on ne l'arrête pas, vous savez, si vous mettez dans une boîte de culture, dans un laboratoire, vous mettez des cellules de votre peau et vous leur donnez tout ce qu'il faut, de l'air, de l'eau à manger, elles font une couche. Et quand elles arrivent au bord, elles s'arrêtent de se reproduire, vous avez une peau, une couche de peau. Si à la place de cellules normales, vous mettez des cellules d'un cancer de la peau, donc elles sont malignes, elles se reproduisent, quand elles arrivent au bord, elles refont une deuxième, une troisième, une quatrième couche, elles ne s'arrêteront jamais.
elles sont résistantes, elles sont ambitieuses, elles sont fabuleuses si on arrivait simplement c'est ça à qui est fantastique dans votre bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de pédagogie. Mais justement, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez nous expliquer peut-être de manière très simple, qu'est-ce que c'est qu'une cellule cancéreuse? Qu'est-ce qui la distingue d'une cellule saine? Alors, elle a une cellule, en fait, c'est une espèce comme un ordinateur. Il faut des logiciels pour que ça fonctionne, un ordinateur. Un software. Voilà, il faut des softwares. Les softwares qui caractérisent une cellule vivante, quelle qu'elle soit, dans n'importe quelle espèce, c'est l'ADN, que quand on était jeunes, vous et moi, on appelait les chromosomes, d'accord? Cet ADN, il porte, écrit en lui, tous les gènes qui permettent à la cellule de faire ce qu'elle doit faire, voir, respirer, bouger, penser, etc. Bon, ce sont des gènes, et c'est ce patrimoine génétique qui caractérise chaque espèce vivante sur la Terre. Bon, on est d'accord. Alors en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que un corps humain en moyenne, c'est 1 million de milliards de cellules. C'est beaucoup, hein? À l'intérieur de chacune de ce million de milliards de cellules, vous avez de l'ADN. Combien en avez-vous? 4 mètres. Ça veut dire que vous avez 4 millions de milliards de mètres. C'est même plus des kilomètres, c'est gigantesque. Dans un corps humain, vous avez de quoi faire plusieurs fois la Terre à la Lune, juste avec votre ADN. Ça veut dire quoi? Que c'est très petit, puisque vous ne le voyez même pas. Si c'est petit, c'est fragile. Et donc le problème de cet ADN, c'est que il est tellement petit, tellement fragile qu'il suffit qu'il ait un problème du type un rayon du soleil qui lui tape, une molécule chimique du tabac qui le tape, n'importe quoi qui va l'abîmer. Le moindre bouleversement. Et ça ferait une mutation. C'est-à-dire que l'écriture n'est plus la même. Vous avez écrit SEL, le sel, et ben vous changez les lettres, ça devient les LES. Mais c'est les mêmes molécules, mais changez de position. Ça s'appelle, quand on touche à l'ADN, des mutations. Ces mutations, nous avons un système merveilleux de contrôle et de réparation, ce qu'on appelle les télomères. Je vais vous dire, toutes les mutations ne sont pas cancéreuses, fort heureusement. Mais heureusement qu'on a ce système. Parce que les mutations, elles arrivent à chaque seconde de votre vie, vous avez des mutations. Et pourtant, vous restez toujours le même. Je veux dire, vous couchez un être humain avec 2 bras, 2 jambes, vous levez un être humain avec 2 bras, 2 jambes. Ça veut dire qu'en fait, on a conservé ce qui caractérise l'espèce humaine. Comment? Parce qu'on a en permanence contrôlé les gènes et réparé les gènes. Si à un moment donné, il y a trop de mutations que le système ne répare plus, à ce moment-là, cette cellule s'emballe et devient cancéreuse. Donc, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a été soumise à l'exposition à un facteur cancérigène, chimique, physique, ce que vous voulez. Il faut une intervention extérieure. Sauf 5% des cancers. Qui sont purement héréditaires. Purement héréditaires. 95, vos parents, ils y sont pour rien. Ils vous ont donné de très bons gènes, mais c'est vous qui les avez abîmés. Avec quoi? Avec généralement votre mode de vie. Très bien. On marque une petite pause. Oui, on marque une petite pause sur Sud Radio et puis on va continuer de parler de ces cellules cancéreuses avec le professeur David Kayat qui est notre invité aujourd'hui jusqu'à 14h et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 300, vous réagissez et vous posez toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Guillaume Bigot. Alors, vous nous expliquiez comment fonctionnait finalement la cellule cancéreuse et comment cette cellule cancéreuse avait réussi à débloquer un peu le programme de la vie qui est fait pour s'arrêter un moment. Il y a une espèce d'obsolescence programmée dans les cellules du corps et la cellule du cancer, elle est un peu éternelle. Elle est éternelle. Si vous ne la tuez pas, elle ne mourra jamais. Et est-ce qu'il y a peut-être le secret de la vie éternelle au cœur des cellules cancéreuses? Mais il y a le secret, bravo, il y a le secret de la vie éternelle. Mais ce qu'on constate justement, puisque elle est éternelle, c'est que l'éternité d'une cellule dans un corps qui n'est pas éternel, c'est celui qui est éternel qui va tuer l'autre. Il y en a un des deux qui meurt et c'est pas le bon, oui, évidemment. On a quand même, moi d'abord je suis un grand hypocondriaque devant l'éternel, mais comme beaucoup j'imagine, et vous m'avez dit tout à l'heure de toute façon sur la pierre tombale des hypocondriaques, on peut lire j'avais raison finalement. Donc la peur ne protège pas du danger, mais par contre, moi j'ai plutôt l'habitude de lire notamment vos textes, et on en sortait un peu rasséréné, un peu rassuré. On disait mais quand même, la science avance, c'est un discours qu'on entend d'ailleurs tout le temps, l'espoir, nouveaux traitements, etc. Là finalement, l'aveu, je dirais, c'est pas un aveu de capitulation, pas du tout, mais cet aveu d'admiration pour la sophistication de la cellule cancéreuse a quand même quelque chose de déprimant là. Pas du tout, c'était l'objet de ma vie. Je la trouve pas déprimante. Je pense que... Ah, pas votre vie, le constat. Oui, mais je pense que, vous me l'avez dit aussi, quand on se bat, il faut pas sous-estimer son ennemi. Et vous savez, quand j'étais jeune cancérologue, il y avait un cancérologue qui s'appelait Georges Maté à l'époque, à Villejuif. Il disait en l'an 2000, on aura guéri le cancer. Mais parce qu'il avait totalement sous-estimé l'intelligence du cancer. Et d'abord, c'est pas le cancer, c'est les cancers. Les cancers. Et ensuite, l'intelligence. Chaque fois que nous trouvons un médicament, la cellule cancéreuse, généralement, elle trouve une parade. Mais pour autant,
Pour autant, nous sommes globalement dans le cancer du sein, 85% de guérison, cancer de l'enfant, 85% de guérison, cancer du côlon, 75% de guérison. Enfin, on n'arrête pas d'améliorer. On a doublé tous les 20 ans le nombre de cancers en France. On en est à 430 000. Il y a 20 ans, on était à 250 000. Et pourtant, le nombre de morts n'a pas bougé. Toujours 150 000, ce qui veut dire qu'on guérit de plus en plus. Donc, ça, c'est la raison d'être optimiste. Comment ? Mais par cet investissement que porte tout le monde de la cancérologie, industriel, universitaire, clinique, pour se battre. Et puis, c'est le courage de ces femmes et de ces hommes atteints du cancer. Moi, j'ai une double admiration. Ne perdez pas... non, bien sûr. Moi, première admiration que j'ai, et je l'ai depuis le premier jour où j'ai soigné mon premier malade atteint de cancer, je ne sais pas si moi j'aurai leur courage le jour où ça sera mon tour. C'est pour dire combien je les admire. Mais enfin, si j'y suis pas arrivé aussi souvent, j'ai malheureusement accompagné des milliers de gens vers la mort, c'est que ce que j'avais en face de moi, c'était pas juste un petit truc idiot et facile à vaincre. Vous savez, ce qui détermine la capacité à être intelligent d'une espèce, globalement, c'est ses gènes. C'est son patrimoine génétique. Plus il est complexe, plus il va permettre l'interaction des protéines, plus on va arriver à une subtilité dans ce que sait faire une espèce. Or, la cellule cancéreuse, elle a le même patrimoine génétique, donc la même intelligence que moi qui lutte contre elle. On est presque à armes égales. Elle est peut-être... En fait, le cancer fait partie de nous. Il est nous. Il est nous, carrément. Qu'est-ce qui fait que, vous savez, quand vous prenez un peu d'ADN dans les films policiers pour voir qui c'était, ce qui définit l'individu, c'est son patrimoine génétique. Bien sûr. Or, la cellule cancéreuse, elle a le même patrimoine génétique. Elle est nous. Je comprends. C'est aussi pour ça qu'elle peut ruser et qu'elle peut facilement leurrer les gardiens que sont les globules blancs, etc. Et les techniques de leurre sont phénoménales. On les découvre aujourd'hui grâce à l'immunothérapie, parce qu'on a découvert les leurres. On a mis au point l'immunothérapie, mais cette capacité à créer une espèce de colle qui fait que tous les petits débris qu'il y a dans le sang se collent dessus, et les globules blancs, ils voient passer un amas de débris, ils voient pas passer une cellule cancéreuse. C'est fabuleux. C'est le meilleur camouflage qu'on puisse imaginer. Ou alors, cette capacité qu'ont les cellules cancéreuses à cracher sur les globules blancs qui viennent les attaquer, un somnifère qui font qu'elles s'endorment. Quand on regarde au microscope, il y a des cellules cancéreuses, autour il y a plein de globules blancs, mais ils dorment. On les a réveillés avec l'immunothérapie. Mais elle a des stratagèmes qui sont d'une intelligence folle. Mais quand on entend ça, on se dit finalement, bon, bien sûr, vous célébrez le courage et il faut célébrer le courage de tous ces malades. Aux États-Unis, d'ailleurs, on les traite comme des héros. Je pense que c'est pas sans raison. Si, vous savez, la première campagne qu'on a fait pour leur vie. Mais bien sûr, pour voir les enfants grandir, etc. Vous savez, la première campagne qu'on a fait en France sur le cancer, c'est moi, quand j'étais à l'Institut, on a fait les héros ordinaires. Vous vous rappelez pas Si. Parce que ce sont des héros, au sens où combien ont eu ou auront le courage d'aller au bout du traitement pour avoir une chance de guérir. Mais là, il y a peut-être un risque. C'est-à-dire que si d'un côté, on explique, parce que c'est une réalité biologique, que le cancer, finalement, c'est une forme de nous, c'est un autre nous-mêmes, et qu'en même temps, vous tenez ce discours appuyé sur votre pratique, que finalement les gens guérissent ou pas en fonction de leur détermination, il y a comme un risque de leur faire peser une part de responsabilité. J'ai jamais dit ça. Si la science peut pas vous guérir, vous pouvez être déterminé, vous guérirez pas. Mais s'il existe un moyen de vous guérir... Il faut que vous participiez. Il faut que vous participiez pour aller au bout. J'entends. Et il y a quand même beaucoup d'idées fausses, me semble-t-il, sur le cancer. Une de ces idées fausses, c'est quand on vous lit, parce qu'on a parlé d'Anna, la cellule cancéreuse, mais l'autre héroïne, c'est Esther, et c'est une jeune mère de famille qui se bat. On va pas raconter l'issue, mais finalement, on entend que c'est la fin un peu des chimiothérapies, qu'on va dépasser les chimiothérapies qui sont, on le sait, redoutables, une épreuve redoutable physiologique. Et là, votre héroïne, c'est un roman contemporain, elle passe par la chimiothérapie, donc on n'a pas fini avec les chimiothérapies. Mais pas du tout. On rajoute l'immunothérapie à la chimio, mais la plupart du temps, on continue de faire de la chimio. Et dans le cancer du sein, on continue de faire de la chimio. Kate, on ne sait pas quel cancer elle a, mais elle a peut-être un cancer du côlon ou de l'ovaire. Mais en tout cas, on fait toujours de la chimio. On fait toujours de la chirurgie. Et puis après, on fait un traitement préventif, comme a dit Kate, qui s'appelle adjuvant en médecine, un traitement en plus pour réduire le risque de rechute. Et quand il y a une rechute, là, on fait un traitement pour essayer de prolonger la vie, voire, dans quelques cas, de quand même guérir les malades. Mais la chimio reste une arme quotidienne dans la panoplie d'un cancérologue, malheureusement pour les malades. Ceci dit, moi, quand j'ai commencé la cancérologie, vous n'imaginez pas ce que c'était que la chimio de cette époque.
Aujourd'hui, les chimios, alors, c'est vrai que c'est quand même pas une sinécure, hein, mais ça n'a plus rien à voir. Ça donne pas envie. Il y a encore des nausées, mais il n'y a plus de vomissements pratiquement. On perd les cheveux, mais on n'a plus les brûlures dans la bouche. Enfin, quand je dis on n'a plus, c'est 95% des cas. Il y a toujours des gens qui supportent pas, mais globalement, c'est beaucoup mieux toléré. Est-ce que le stress, on entend beaucoup cette idée, est-ce que c'est une idée reçue ou pas? Le stress déclenche le cancer? Le stress est un facteur aggravant du cancer? Alors, c'est un grand débat et qui n'a jamais été tranché. Moi, alors chacun a son opinion. Votre expérience clinique, c'est quoi? Moi, je pense que ça ne déclenche pas, mais ça contribue à. Et l'idée, c'est que l'homme a toujours été une proie pour les autres hommes plus violents, pour les animaux sauvages, pour la nature. Et pour ça, pour survivre à son humanité, donc à sa faiblesse, il a développé une stratégie que les anglo-saxons appellent fight or fly. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous agresse, il faut soit courir, vous enfuir, soit vous préparer à vous battre, d'accord? Tant que vous pouvez faire un des deux, ce stress-là n'induira pas d'augmentation du risque de cancer. Si vous n'y arrivez pas, alors là, ça peut l'augmenter. Donc c'est quoi? C'est pas tous les stress. C'est les stress quand vous vous réveillez un matin, parce qu'il a duré trop longtemps, parce qu'il est trop violent, un harcèlement par votre patron tous les jours au bureau, etc., qu'un jour vous vous levez en disant « je préfère mourir ». C'est là où ce stress-là peut devenir dangereux. Et on l'a montré biologiquement. Vous avez des expériences où on a pris un rat dans une cage, avec une passerelle qui mène à une deuxième cage. Quand on met l'électricité sur le sol, un stress énorme, il s'enfuit, il va dans la deuxième. On lui met l'électricité dans la deuxième, il repart dans la première. Pas de cancer chez ces rats. Quand on prend 2 rats, on les met dans une cage sans passerelle. Dès qu'on met l'électricité, ils se battent. Donc fly or fight. Quand dans la 3e partie, on met un rat seul dans une cage sans passerelle, on met l'électricité, il peut ni se battre, ni s'enfuir. Ces rats-là développent des cancers. Incroyable. Alors, c'est quoi fight or flight dans la vie quotidienne? C'est parler avec un psychologue, parler avec un enfant, avec son mari. Vous savez, les femmes anglaises qui participent à des clubs de tricot, ils ont moins de cancer que les autres. Parce que pendant qu'ils tricotent, ils discutent. Oui. Alors, c'est les femmes, par exemple, beaucoup d'études qui montrent les femmes veuves, sans enfants, sans connexion sociale. Mais donc, le stress, c'est pas tous les stress. Je veux rassurer vraiment les auditeurs. Heureusement, sinon les gens stressés. Moi, je suis hyper stressé, mais tous les matins, je suis guéri du stress de la veille, quand même. Est-ce qu'il y a une autre idée reçue, c'est que le cancer... Sucre. Alors, oui, on peut parler du sucre, allez-y. C'est une terrible bêtise. C'est une bêtise. Probablement générée par l'arrivée des régimes sans sucre, sans hydrate de carbone. Non, mais toutes les cellules du corps mangent du sucre. Alors, pas plus les cancéreuses que les autres. Mais par contre, la consommation excessive de sucre peut induire une obésité qui est un risque aggravant. Un facteur après aggravant. Le tabac et l'alcool, à moindre degré, le deuxième cause de cancer, enfin facteur de risque, c'est l'obésité. Et il y a une épidémie d'obésité dans le monde. Il y a 1,5 milliard d'obèses aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une des pistes les plus convaincantes de cette épidémie de cancer? Ah, mais complètement. Alors, pour les jeunes. Redonnez-nous la volumétrie en France, c'est quand même assez incroyable. Toujours 140 000 morts. 150 000, à peu près 150 000 morts et aujourd'hui 430 000 cas. Versus combien de cas auparavant? 250 à peu près il y a 20 ans. C'est monstrueux cette augmentation. Mais ça n'arrête pas d'augmenter. Je vous dis, ça double dans le monde tous les 20 ans. En l'an 2000, il y avait 10 millions de cas, 6 millions de morts dans le monde. En 2020, il y avait 20 millions de cas au lieu de 10 et 10 millions de morts au lieu de 6. La mortalité, heureusement, ne suit pas ce doublement, mais le nombre de cas double. Et c'est dû à notre façon de vivre. Les aliments ultra transformés qui expliquent, à mon avis, en partie, avec l'inactivité physique, l'obésité, pourquoi il y a cette épidémie de cancer chez les jeunes. Ils sont soumis à des perturbateurs endocriniens, à de la pollution et à des aliments ultra transformés très tôt dans leur vie, depuis 25, 30 ans, 40 ans. Hein. Oui, parce que ce que vous expliquez aussi, c'est qu'il y a un phénomène d'incubation du cancer. Le cancer, c'est 20 à 30 ans. Hein. C'est 20 à 30 ans. Et je vais vous donner un exemple. Hein. C'est une maladie à bas bruit dont on ne sait pas longtemps qu'on l'a contractée ou qu'on l'a développée en soi. On ne sait pas, on ne se rend pas compte. Et vous dites que c'est très tardif le moment où l'équipement actuel, alors les scanners, les IRM, les PET scans, les PET scans, les échographies peuvent déceler. Là, c'est déjà très tard. Je vais vous dire, une boule, un cancer d'1 centimètre, c'est pas gros, en cancérologie, c'est considéré comme un petit cancer. Elle contient 1 milliard de cellules regroupées. 1 milliard de cellules. Or, ces milliards de cellules est venu d'une cellule qui a muté, qui est devenue cancéreuse. Ça a fait 1, 2, 4, 8, 16, 32, 33 divisions. Le temps qu'une cellule se divise, il lui faut 3-4 mois. Ça veut dire que quand vous avez un petit cancer du sein d'1 centimètre, l'histoire du cancer a débuté 33 fois 4 mois plus tôt, c'est-à-dire 20 ans. En effet. Alors, on va marquer une petite pause publicitaire et on va revenir sur cette flambée du cancer chez les jeunes. Ah oui, on continue d'en parler au 0826 300 300. Vous pouvez poser qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Go.
Vous me disiez hors antenne qu'on est encore très très loin du traitement, je dirais, intelligent, très fin d'un cancer, non seulement par individu, mais d'un traitement qui va s'attaquer uniquement aux cellules cancéreuses. L'expression que vous utilisiez, c'est du napalm, y compris la fameuse immunothérapie. Ben oui, c'est-à-dire que on a quand même une partie des traitements aujourd'hui qui peuvent correspondre à ce que vous appelez des thérapeutiques vraiment intelligentes. Ciblées, les bombes ciblées. C'est ce qu'on appelle justement les thérapeutiques ciblées. Alors de quoi il s'agit? On a dit un gène fabrique une protéine, d'accord? Si le gène est muté, ce qui est le cas dans les cellules cancéreuses, la protéine qui va être fabriquée sera elle aussi mutée, elle sera elle aussi anormale. On sait la regarder, la trouver, cette protéine anormale, et dire elle est anormale. À partir du moment où on a trouvé qu'une cellule produisait une protéine anormale, on a pour certaines de ces protéines anormales des vecteurs, des médicaments capables d'aller dans tout le corps, chercher une cellule qui a cette protéine à la surface et la tuer, ne tuer qu'elle. C'est ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Alors, ça marche pour une quinzaine de protéines anormales, mais il y en a des milliards. Donc, dans certains cancers, on utilise ces thérapeutiques ciblées. Non, alors quand j'ai dit napalm, ce que j'ai voulu dire, c'est que on n'est pas dans de la haute couture où on va attaquer une cellule cancéreuse une après l'autre. On est dans quelque chose qui ressemble un peu à l'idée du napalm, c'est-à-dire qu'on va bombarder tout le corps sans savoir s'il y a un cancer caché chez cette femme ou chez cet homme dans le poumon, dans l'os ou dans le foie. On va tout couvrir un peu pour éradiquer ce qu'on ne voit pas, mais dont on sait statistiquement qu'il y a de fortes chances que la rechute se prépare là, à ce moment-là. On a tous ces cas quand même, on les a tous à l'esprit. Kate Middleton, 42 ans, Clémentine Vergniaud, une formidable journaliste qui a été primée d'ailleurs Grand Prix des Assises du journalisme à Tours, 31 ans. L'actrice Olivia Nunn, américaine, 43 ans. Les influenceuses Héloïse Appel, 26 ans, et Caroline Receveur, 36 ans. Toutes malades du cancer. Vous disiez, il y a une augmentation du cancer. Mais jusqu'à présent, on se disait que l'augmentation du cancer était due au vieillissement de la population. Vous dites non, c'est beaucoup plus que proportionnel, et notamment du cancer des plus jeunes. Si vous voulez, on a une courbe d'augmentation du nombre de cancers dans le monde et en France, d'accord, avec un doublement des cas tous les 20 ans à peu près. Mais dans cette augmentation, on a deux caractéristiques qui sont particulièrement inquiétantes. D'une part, il y a une augmentation encore plus rapide, plus anormale, des cas de cancer chez les jeunes, notamment les cancers du côlon, au point qu'aux États-Unis récemment, ils ont décidé de diminuer l'âge de début du dépistage du cancer du côlon. Au lieu de commencer à 50, ils commencent maintenant à 40. D'accord? Et nous, je pense qu'on va suivre. Pareil pour le sein. Parce que la maladie est plus fréquente plus jeune. Plus fréquente, plus jeune, on ne sait pas pourquoi. Je vous ai dit... Alimentation peut-être sur le côlon? Ben oui, parce que c'est probablement un peu ce qu'on mange. Je veux dire, pour avoir 45 ans aujourd'hui, ce sont des gens qui sont nés il y a 45 ans, on est d'accord. Or, dans leur jeunesse, ils ont été abreuvés de chips, de plats cuisinés préparés, de trucs dont on sait aujourd'hui que c'est pas bon. Il n'y a pas que ça, quand même. Il y a aussi la pollution, il y a plein d'autres choses. Bien. Et puis le deuxième facteur inquiétant, c'est que on a donc cette augmentation, on a une augmentation encore plus rapide des cancers chez les jeunes, et puis on a une augmentation de deux types de cancers extrêmement redoutables. Le cancer du pancréas, une augmentation mais foudroyante du nombre de cancers du pancréas, sans qu'on ait la moindre idée de la raison. Mais il s'est passé quelque chose quand même. On ne sait pas. Mais le monde entier, toute la cancérologie mondiale se pose la question, et une augmentation des cancers du poumon chez la femme, et notamment non fumeuse. Donc le dogme, si vous voulez, le paradigme, le système qui nous permet de comprendre le cancer, et là il est mis en défaut. Pourquoi ces deux types d'augmentation encore plus fortes que l'augmentation générale du nombre de cas? On ne sait pas, mais c'est particulièrement inquiétant. Le pancréas, les taux de guérison sont... faible. Extrêmement faible. Le cancer du poumon, c'est très lourd. Alors maintenant, il y a l'immunothérapie et tout, mais quand même. Et puis c'est jeune. Alors, c'est encore plus... Pour un jeune, quand vous lui diagnostiquez un cancer, c'est un effondrement. Parce que, autant un type 70 ans, il vient vous voir, il a une tache, tout ça, il s'attend à un cancer, d'accord? L'effondrement existe, bien sûr, mais il est relatif. Quand vous avez un type de 38 ans ou une femme de 40 ans, là, il y a un effondrement parce qu'il y a les enfants qu'on aurait voulu accompagner, parce qu'il y a une carrière à faire, parce qu'il y a un jeune couple, parce qu'il y a plein de choses. Dans tous les cas, et le cancérologue aussi. Mais là, elle est au carré. Pour le cancérologue aussi, c'est particulièrement éprouvant. Et puis, quand on met un malade de 70 ans en rémission pendant 15 ans, ben finalement, on lui a donné l'espérance de vie.
Mais 15 ans à 30 ans, ça lui fera que 45. Ouais, bien sûr. Et est-ce que c'est vrai, c'est une idée reçue ou pas, que le cancer, plus on l'a tôt, jeune plutôt, et plus en raison de la vivacité de l'organisme, c'est dangereux? Non, alors c'est faux. C'est faux. Et c'est surtout ce qui est dit, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les cancers chez les personnes âgées sont moins agressifs. Parce que le système est plus lent. Voilà. Non, en fait, c'est la même agressivité, la même vitesse de renouvellement. Je dirais plutôt autre chose. Même vitesse de renouvellement des cellules, quel que soit l'âge. Sauf chez les enfants. Chez les enfants de moins de 2 ans. Là, c'est très accéléré. C'est très accéléré. Parce qu'il y a une immaturité. Et quand c'est immature, ça prolifère plus. Mais non, mais à partir du moment où on a dépassé l'adolescence, c'est la même chose. Sauf que, quand vous êtes en face d'un malade qui a 75 ans, vous êtes obligé d'être dans un compromis permanent sur ce qu'il peut supporter et ce qu'il faudrait qu'il reçoive. Parce qu'il peut pas forcément, à 75 ans, supporter les doses normales, les rythmes normaux des traitements. Un jeune, il faut tenter tout pour le tout. Un jeune, il supporte mieux. Donc il y a plus de probabilité, en tout cas dans mon expérience. Alors, c'est-à-dire que son organisme est plus costaud. Il est plus costaud, il va au bout du traitement plus souvent que ne va au bout du traitement un malade âgé. Et aller au bout du traitement, comme vous l'expliquez dans votre livre, augmente les chances de guérir. Voilà, forcément, c'est mécanique. Est-ce qu'en fait il y a cette... qu'on peut dire, on a entendu aussi parler de turbo-cancer. Cette expression a un sens ou pas? Alors, c'est-à-dire apparition de cancer, de plus en plus de cancers, de plus en plus de cancers chez les jeunes. De plus en plus rapide. Et de cancers de plus en plus agressifs. Alors, non, la cancérologie mondiale et moi, nous n'avons pas l'impression qu'il y a de plus en plus de turbo-cancers, comme vous les appelez. Il y en a toujours eu. Je pense qu'il y en aura toujours. Est-ce qu'il y en a vraiment plus? On n'est pas capable de le dire, mais si on n'est pas capable de le dire, c'est que ça ne doit pas être flagrant, cette augmentation dont vous parlez. Mais il y a toujours eu des cancers turbo, des types qui meurent en 3 mois. Ça a toujours existé. Voilà, faites le diagnostic, 3 mois après, il est mort, vous comprenez même pas. Ça arrive, mais je suis pas sûr qu'on ait une augmentation de ce type de cancer. Et vous avez aussi vu, il y a eu toute une littérature alors scientifique, et certains se sont fait les porte-parole de ça. Je pense au professeur Orion Caude et au professeur Raoul, qui ont expliqué qu'en fait, il y avait eu des cas de lymphome très accélérés après vaccination. Vous confirmez ou vous infirmez? Non, je suis la littérature scientifique, cancérologique tous les jours. J'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça, d'accord. Donc en fait, cette accélération des cancers chez les jeunes, c'est quand même mystérieux. Ah, mais c'est comme le pancréas, c'est des choses qu'on comprend pas. On est confronté à ça. Moi, je vois un rajeunissement mais à côté, il faudrait peut-être qu'il y a un autre mythe qu'il faudrait supprimer. C'est quand pendant longtemps et quand j'ai fait le plan cancer, c'est une maladie de vieux. Une maladie de vieux. Vous savez, quand j'étais allé à l'Assemblée nationale parler du plan cancer, il m'a dit, vous êtes sûr que ça vaut la peine? De toute façon, c'est une façon normale de mourir. C'est pas vrai du tout. L'âge moyen en France du médian de l'âge du cancer, c'est 62 ans en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% des cancers viennent avant. 62 ans, alors que l'espérance de vie, elle est à peu près 40, ça va pas. Donc c'est pas une maladie du vieux, mais par contre, c'est une augmentation du nombre de cas chez les jeunes. Alors c'est très important, parce qu'il faut faire des études chez eux. En plus d'étudier le cancer et de les traiter, il faut étudier s'ils ont une prédisposition génétique qui explique pourquoi ils ont eu ce cancer très jeune. Et quand même maintenant, alors c'est pas les mêmes gènes que les cancers héréditaires, où là, si vous avez ce gène, vous êtes sûr d'avoir un cancer, pratiquement. C'est des gènes de susceptibilité, c'est-à-dire ça augmente votre risque, mais ça ne le met pas à 80 ou 100%. Et ça, il faut l'étudier, parce que ces gens-là, ils ont des enfants. À 40 ans, généralement, vous avez un ou 2 gosses ou 3 gosses, et il faut dépister ça pour faire ensuite les tests chez les enfants. La génération suivante. Ouais. Voilà. Est-ce que, en fait, ce qui paraît quand même très étrange, c'est que il y a pas plus non plus de moyens de détecter le cancer, parce qu'on expliquait il y a plus de détection du cancer, il y a plus de prévention du cancer, donc ça augmente les cas. Mais c'est pas nécessairement la bonne réponse. Alors malheureusement ça marche pas. J'ai mis en place le dépistage du cancer du sein, cancer du côlon en 2005 quand j'étais à l'Institut national du cancer. Vous savez, le taux de participation pour le sein, il est à 49%, il ne cesse de baisser. Et pour le côlon, il est à 30%, il monte pas. Les Français, gens pour les autruches. Les Français, alors, on a fait des sondages. Moi, j'ai fait faire des études pour voir pourquoi. En fait, vous avez un quart des femmes qui vous disent je préfère ne pas faire ma mammo parce que c'est la mammo qui provoque le cancer. Vous en avez un quart qui pense que de toute façon le résultat sera le même. Autant attendre. Magique. Ouais. Le deuxième quart, ils vous disent non mais de toute façon le traitement il sera le même et le pronostic aussi, je vais mourir, donc autant attendre le dernière minute. Le troisième, il se bat pour avec le SMIC, le RSA, machin, ils ont pas le temps d'aller faire. Sure. Et le quatrième, pour des raisons culturelles, machin, il veut pas montrer ses seins. Donc on a un vrai problème en France. Et je vous parle pas
des fesses, enfin de ce qui sort de l'anus et de l'anus. Alors là, en France, on a un tabou là-dessus qui fait que ça marche pas. Donc, alors, on a mis en place ces dépistages. Ils seraient accessibles à tout le monde gratuitement, mais les gens, on n'éduque pas assez les gens pour le faire. On est en train de mettre en place le dépistage du cancer du poumon par un scanner faible dose. Donc, c'est très faible irradiation des poumons chez les hommes de plus de 50 ans qui ont fumé plus d'un paquet par jour pendant 20 ans. Aux États-Unis, au Canada, où ça marche depuis déjà une dizaine d'années, ils ont une amélioration du stade de diagnostic du cancer du poumon. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des stades 2 ou 3, ils ont plutôt des stades 1 qui se guérissent beaucoup mieux et avec des traitements moins lourds. Donc, on avance sur ça. Mais le problème, après, il y a un problème de coût. Mais il y a une idée aussi, est-ce qu'elle est fausse ou est-ce qu'elle est vraie? C'est l'occasion de le vérifier. C'est que le stade de précocité de la détection, ça induit plus c'est détecté tôt et plus on aura de chance de le guérir. Mais c'est pas totalement vrai non plus. C'est pas 100%, mais c'est globalement vrai. Vous parliez du cancer du pancréas, par exemple. Le diagnostic est sombre. Si par hasard vous faites une écho, vous avez un calcul dans la vésicule, oui. Bon, faites une écho, vous trouvez un cancer du pancréas, vous avez une chance d'être opéré et de guérir. Ah. C'est le diagnostic. Donc c'est vrai par quasiment hasard. Pour tous les cancers quand même. Pratiquement pour tous les cancers. Et là justement, je veux parler du Covid. Parce qu'à cause du Covid et du confinement et tout, on assiste depuis 1 an, 2 ans, à une augmentation de la gravité des cancers parce qu'ils n'ont pas été faire des diagnostics, ils n'ont pas été faire du dépistage. Tous ces Français pendant 2 ans, ils avaient peur d'aller à l'hôpital. Donc certains d'entre eux auraient pu être sauvés si leur cancer avait été détecté plus tôt. On est tous d'accord sur le fait qu'on a des résultats un peu moins bons parce qu'on a des cas un peu plus graves. Ce qu'il y a de bien sur l'affaire de Kate que j'ai accepté de commenter dans un certain nombre de médias, c'est que ça a rappelé aux gens que le dépistage, elle l'a dit. Elle a dit, faites-vous dépister, faites des choses. Et ça va peut-être nous permettre de rattraper ce retard dû au Covid. Peut-être marquer une petite pause. Oui, on marque une courte pause et après vous aurez la parole 0826 300 300 et vous commentez. Vous êtes beaucoup à nous écrire sur le Facebook Live de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Guillaume Bigot. Est-ce que, professeur, on pourrait regarder ce qui se passe dans des pays qui ne sont pas soumis, qui consomment beaucoup moins d'aliments transformés, qui ont beaucoup moins de pollution, qui ont une autre alimentation? Est-ce qu'il y a comme ça des études épidémiologiques sur le cancer qui croisent avec la géographie, avec les habitudes et qui montrent des choses intéressantes? Ah oui, bien sûr. Les études épidémiologiques sont très nombreuses et très perspicaces. Les résultats très perspicaces, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes cancers parce que c'est pas les mêmes causes, mais globalement il y a à peu près le même taux de cancer, ce qu'on appelle l'incidence. Donc il n'y a pas de zone protégée du cancer. Non, parce que c'est trop consubstantiel de la vie. Le cancer, il est là. Vous savez, vous fabriquez 70 millions de nouvelles cellules chaque jour de votre vie. Connaissez-vous une industrie capable de fabriquer 70 millions de n'importe quoi et de pas en faire un jour qui soit pas bonne? C'est ça. Ouais, il y a une sorte de fatalité. C'est une loterie. Et tout à l'heure, l'expression loterie avait été utilisée. C'est une loterie, mais vous pouvez augmenter vos chances de gagner ou de perdre. Bien sûr, comme à la loterie d'ailleurs. Comme à la loterie. Exactement. Je crois qu'on a des questions. Oui, également, on a Marilyn qui nous appelle depuis Mont-de-Marsan. Bonjour Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour madame. Guillaume et bonjour professeur. Bonjour madame. Bonjour madame. On vous écoute Marilyn. Voilà. Alors moi je voulais apporter mon petit témoignage, surtout pour lancer ce grand message aux femmes parce que j'ai entendu ce que vous avez dit que pour X raisons les femmes ne se font pas dépister. Eh bien moi je dois dire que c'est grâce au dépistage systématique que j'ai été dépistée. J'ai eu un cancer canalaire in situ en 2017. Je suis tout simplement allée faire la mammographie de dépistage et j'ai eu affaire à des gens qui ont été formidables. C'est-à-dire la radiologue, dans un premier temps, qui a décelé une petite truc, voilà, c'était le terme, qui ne lui convenait pas et qui l'inquiétait un peu. Donc suite à ça, on m'a fait faire une microbiopsie. Cette microbiopsie, malheureusement, s'est révélée tumeur cancéreuse. Et ensuite, j'ai été suivie par des gens formidables, un gynécologue magnifique, qui n'est malheureusement plus là actuel, mais en ce moment, mais à qui je dois quand même la vie. C'est grâce à lui que je suis encore en vie aujourd'hui, parce que quand j'ai entendu ce qu'on appelle, le professeur saura mieux expliquer que moi, CCIS, je suis allée voir sur les sites. Et puis, il y avait une grosse controverse qui disait qu'il fallait pas opérer, qu'il fallait pas faire ceci, il fallait pas faire cela. Moi, mon gynéco, il m'a dit, écoutez, madame, il y a 30 ans, effectivement, ça n'aurait pas été dépisté. Vous n'auriez pas été décelé, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez morte. En tout cas, vous, Marilyn, la prévention vous a sauvé la vie.
Le dépistage. La prévention et le dépistage vous a sauvé la vie. Le dépistage. Absolument, absolument. Et ensuite, mon gynéco qui a aussi insisté, qui m'a bien expliqué aussi, j'ai eu toutes les explications, toutes les cartes en main, parce que quand à l'époque, quand on parlait de CCIS, il y avait une grosse controverse qui disait bah non, on n'opère pas parce que c'est pas, en gros, c'est pas grand chose. CCIS, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, la controverse ce matin dans le plus grand journal américain de cancérologie, elle est toujours là. D'accord. Mais moi, dans mon expérience, j'opère. Moi aussi, je les enlève parce que sinon, c'est comme à garder une épée de Damoclès. Voilà. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, le dépistage en France, il est d'une qualité exceptionnelle. Pourquoi? Parce que contrairement à la Suède, qui a commencé à faire ce dépistage, on n'a pas sélectionné 5 centres en France où toutes les femmes doivent aller faire la queue. Chacun, on a monté le niveau de qualité de tous les centres de radiologie en France. Tous. Conclusion, vous recevez une invitation, vous allez chez votre radiologue, il est bon. Deuxièmement, on s'est aperçu qu'il y avait 8% d'erreurs dans cette première lecture. Et donc la France j'ai mis en place un système où la mammographie faite par le radiologue, dont on a confirmé la qualité, elle est quand même vue par un deuxième radiologue de meilleure qualité pour enlever ces 8% d'erreurs. Premièrement. Deuxièmement, par contre, il y a, et ça déçoit des femmes, il y a ce qu'on appelle les cancers de l'intervalle. C'est un mammo tous les 2 ans. Entre deux mammographies. Le cancer, il n'est pas obligé d'attendre que ce soit la date de la mammo pour venir. Bien sûr. Alors si on le faisait tous les ans, on en aurait moins. Mais le problème, c'est que vous doublez le coût pour la France de ce dépistage. Et ça, les économistes disent, une vie sauvée, puisque vous allez en sauver, mettons, 2000, vous doublez pour 2000 de femmes en moins dans le taux de mortalité, ça ramène la vie à tel prix, et ça, c'est un calcul économique du coût de la vie, comme dans le film où il y a eu l'accident d'avion, où les avocats il y a une balance bénéfice-risque, y compris économique. Ce que nous dit Marine aussi, ce qui est hyper important, c'est l'accompagnement qu'il y a tout autour. Ah mais ça, il s'est considérablement amélioré. La France a pris le leadership de ça avec le plan cancer. Parce que quand on a mis le plan cancer, on a eu des témoignages d'une bonne femme qui disait, moi je suis arrivé à 5h le vendredi chez moi, j'avais un message sur le répondeur de mon gynéco qui me disait, bon, je viens d'avoir le résultat de votre biopsie, vous avez un cancer, on se verra lundi. Elle a dit, moi je fais quoi tout le week-end? Donc ça n'existe plus en France. Et on a pris un leadership que tous les pays nous envient aujourd'hui. Tous les pays nous envient ce leadership. Merci beaucoup Marilyn pour votre témoignage. On a Laurence qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Laurence. Oui, bonjour à tous. Bonjour professeur Kayak. Bonjour madame. Monsieur Bigot. Bonjour madame. Bonjour. Donc j'ai 2 petites questions. La première, c'est je me demandais pourquoi vous avez donné 2 prénoms bibliques à vos héroïnes de romans, donc Esther et Hannah. Eh bien, parce que vous l'avez dit, c'est biblique. Et je pense qu'on est dans l'universalisme de ce qui est le fondement même de la vie. Donc, quelque part, je suis retourné dans la Bible. D'accord. Mais elles ne sont pas juives, ni l'une ni l'autre. Et encore moins la cellule cancéreuse. Est-ce qu'on peut tenter une explication? Non, évidemment. Au début était le verbe, en fait, il y a une écriture dans la cellule. C'est ça, mais je me suis rapproché de ça. Moi, je suis passionné d'histoire biblique. Donc, non, j'ai trouvé que c'est... Et votre deuxième question, Laurence? Oui, alors au début, professeur Kayak, vous avez dit que le cancer, c'est nous, en fait, c'est nous-mêmes. C'est une partie de vous. Voilà, mais quand on fait des psychothérapies ou qu'on fait aider psychologiquement par des aidants, ils vous disent, vous n'êtes pas votre cancer. Vous n'êtes pas, pour guérir, pour oublier, vous n'êtes pas votre cancer. Et j'ai trouvé les deux en parallèle... contradictoires, voilà, oui. Alors, en fait, ce que je pense que vous avez compris dans ce qu'ont dit les psychologues, c'est que vous n'êtes pas responsable de votre cancer. Et ça, je confirme. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'un de mes malades puisse se considérer responsable de ce qui lui arrive. Même un fumeur. Ça sert à rien de lui dire que c'est parce qu'il a fumé qu'il a un cancer. Et tous les fumeurs n'ont pas de cancer. Et s'il y a du tabac, c'est parce que l'État en vend. Donc, arrêtons avec ce sentiment de culpabilité qu'un certain nombre de cancéreux, à l'époque, quand j'étais jeune, c'est votre faute, c'est ceci, cela, parce que vous avez eu des rapports sexuels, vous avez attrapé l'HPV, vous avez un cancer du col, c'est parce que vous êtes gros, non, ça suffit, c'est une loterie, vous pouvez ne jamais fumer, avoir un cancer du poumon. Donc, non, vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable. Mais il n'empêche que ce qui vous définit, madame, c'est votre empreinte génétique. Vous savez, comme les meurtriers, les violeurs, tout ça. On sait qui c'est parce qu'on a étudié son ADN. Si on étudie votre ADN, c'est pareil, on sait qui vous êtes du point de vue génétique. Eh bien, si vous avez une cellule cancéreuse dans votre corps, elle aura le même patrimoine génétique, donc c'est vous.
Mais c'est pas de la culpabilité, c'est de l'identité. Vous n'êtes pas plus responsable d'avoir les yeux bleus ou les yeux marrons. Voilà, exactement. Non, bien sûr. Excusez-moi, mais dans ce que je comprenais dans les différentes thérapies que j'ai pu faire, on me disait, il ne faut pas vous identifier à votre cancer, il faut vous dissocier pour pouvoir le dépasser. Donc c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Écoutez, vous savez, je vais vous dire... C'est intéressant de voir les deux approches. Oui, je comprends. Écoutez, l'expérience du cancer, c'est comme une bouteille à la mer, c'est comme un morceau de bois sur l'océan, vous accrochez à ce que vous pouvez. Si ça vous fait du bien de penser comme ça, franchement, continuez et ne vous posez pas de questions. Si moi, je préfère penser différemment, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes, et il n'y a pas... chacun fait comme il peut face à cette maladie, face au traitement, face à la douleur, face au doute, face à la mort qui vient s'immiscer dans votre vie. Moi, j'ai cessé de juger, j'ai cessé de considérer que certains étaient mieux que d'autres. C'est tellement difficile tout ça. Merci Laurence en tout cas pour votre question. Il y a, c'est vrai, un peu d'anthropomorphisme. Vous prêtez une intelligence ou une intention à cette cellule, et peut-être c'est aussi ça la question. Vous avez quelque chose en vous, mais il n'y a pas d'intention là-dedans, cette cellule. Elle n'existe pas, cette cellule. Enfin, elle existe bien sûr, mais elle n'existe pas comme un être humain ou un individu. Ce qu'elle veut, c'est exister. Persévérer dans l'être, se reproduire, conquérir. Donc pour ça, elle a besoin de conquérir des territoires parce qu'il n'y a pas assez à manger dans un seul territoire. Donc elle essaime dans tous les territoires de votre corps. Elle a une force de reproduction qu'elle ne contrôle même pas. Hein? Nous contrôlons notre force de reproduction. On prend une pilule, on prend un préservatif. Eux, ils contrôlent pas, ils se multiplient. Donc il y a toutes ces nouvelles générations. C'est le côté anarchique du cancer. Et donc voilà. Mais je lui ai prêté des caractéristiques humaines et c'est de l'anthropomorphisme. Bien sûr, mais c'est la liberté d'un romancier. Et c'est passionnant parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, c'est fantastique. Est-ce que finalement on va la gagner un jour, cette guerre du cancer, vous qui étiez général en chef de cette guerre décrétée par Jacques Chirac? On entend sans arrêt les révolutions, l'intelligence artificielle, un jour, le vaccin contre le cancer le lendemain. Pour vous, est-ce qu'il y aura une rupture comme ça et est-ce qu'on va s'en débarrasser de cet ennemi? Moi, je crois dans la science. Et je pense que rien ne peut résister aux intelligences humaines qui travaillent ensemble, dès lors qu'on leur donne les moyens et la liberté de chercher. Je pense donc qu'on finira par guérir le cancer définitivement, voire même à le prévenir complètement. Maintenant, si le prévenir, c'est le vaccin. C'est le vaccin et c'est d'autres stratégies. Des médicaments, par exemple, il y a un médicament qui baisse le risque de cancer du sein. C'est une anti-hormone, chez des femmes qui sont très à risque. Donc, il y aura peut-être des médicaments qui préviendront le cancer. Maintenant, si vous me dites, est-ce que vous le verrez dans le courant de votre vie? Elle est quand même très avancée, la mienne, donc non. Est-ce que mes enfants le verront? Non. Ah oui. Je suis persuadé qu'il faudra encore quelques générations. Elle est tellement intelligente. Elle est tellement forte, cette cellule. Il faut beaucoup d'intelligence. Encore une fois, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est qu'elle a l'intelligence de ses gènes, et moi, cancérologue, j'ai l'intelligence de mes gènes. C'est les mêmes. Donc je me bats pas contre un virus qui a 5 gènes, et moi j'en ai 30 000. Donc forcément, je finirai par le vaincre. Mais je me bats contre une forme de vie qui a la même intelligence que ceux qui sont censés la tuer. Là où c'est vraiment troublant, professeur Kayad, votre analyse, c'est qu'on a l'impression que plus on essaye d'attaquer le cancer, plus le cancer se défend. Finalement. C'est ça, mais comme vous. Exactement. L'histoire est là, dans l'humanité. Chaque fois qu'il y a eu une menace, l'homme s'est défendu. Merci infiniment. Professeur Kayad, je rappelle que vous êtes l'auteur de Je m'appelle Anna, dont je recommande fortement la lecture aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci. Et on rappelle à tous nos auditeurs qui peuvent aller se faire dépister. Il faut aller se faire dépister. Vous prenez rendez-vous dans votre centre régional de dépistage des cancers et puis